Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque trimestre, nous nous retrouvons donc dans le cadre de notre Zoom gestion sous mandat qui sera donc consacré aujourd'hui à la période des mois d'avril à juin 2026. Et comme de coutume, nous sommes avec notre partenaire Ophi Invest Asset Management avec Michael Fay, directeur des gestions diversifiées et en charge à ce titre de la gestion des différentes poches en unité de compte de la gestion sous mandat MIF, tant au titre de nos contrats d'assurance vie qu'au titre de notre plan d'épargne retraite individuelle. Bonjour Michael. Bonjour Patrick. Michael, nous avions conclu le premier trimestre 2026 dans un environnement géopolitique bouleversé avec le démarrage du conflit au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et son impact sur le prix du pétrole et les chaînes d'approvisionnement et donc le risque de propagation mondiale. Donc, tel était le contexte à l'aune de ce second trimestre. Du coup, comment se sont déroulés ces 3 derniers mois d'un point de vue macroéconomique? Alors, l'activité a été relativement dense. Ce qu'il faut retenir d'une manière générale, c'est que c'est vrai que les tensions se sont affaiblies, donc ce qui a été une source de performance pour les marchés au sens large. Et si on rentre aujourd'hui un peu plus dans le détail, donc sur le front géopolitique, apaisement des tensions, un retour progressif, redémarrage sur le détroit d'Ormuz, un pétrole qui revient quasiment sur les niveaux à la fin de la période, sur les niveaux de $70 le baril, donc quasiment un chouille plus haut en fait qu'au démarrage du conflit. Donc ça c'est plutôt le point positif. Néanmoins, quand on regarde en fait ce qui s'est passé ces dernières semaines là sur le mois de juin, on voit que tout n'est pas signé non plus de manière définitive. Hein. Les tensions résiduelles sont quand même bien présentes. Maintenant, comment ça a joué sur le point de vue macroéconomique, sur le côté croissance? Il y a eu un impact comparativement à avant-conflit. Il y a eu une baisse généralisée des niveaux de croissance. Côté zone euro, il y a plutôt en fait une baisse un peu plus marquée qu'aux États-Unis, normale, puisqu'on est beaucoup plus dépendant justement de l'énergie. Il y a une certaine forme d'indépendance en fait côté États-Unis, enfin une plus grande indépendance. Et surtout, aux États-Unis, il y a une consommation des ménages américains et la thématique de l'IA qui a permis en fait de supporter en fait cette croissance, même si elle est quand même légèrement en baisse par rapport au début du conflit. Sur l'inflation, naturellement, si on prend en fait l'inflation avec justement le facteur énergétique en compte, l'inflation est en hausse, aussi bien en zone euro qu'aux États-Unis. Maintenant, si on enlève le facteur énergétique, il y a encore, en particulier sur le secteur du service, des petits points de tension en zone euro. Aux États-Unis, ça reste relativement stable, autour en fait des un peu moins de 3%. Donc côté action, comme je disais, ça s'est plutôt bien comporté. Hein. On a de nouveau signé en fait des plus hauts si on s'arrête à fin juin. Donc comme je disais, emmené en particulier par la thématique de l'intelligence artificielle. L'Europe progresse plus modérément, naturellement, puisque plus marqué d'un point de vue macroéconomique, comme on vient de le citer. Et le Japon bénéficie d'un yen relativement faible et aussi d'une dynamique liée en fait au gouvernement Takaichi plutôt bénéfique, et ce qui permet en fait d'avoir une belle performance en fait de cette zone Japon. Côté obligations, on a des taux longs qui restent relativement stables sur la période, mais ils ne refluent pas. Il y a toujours de la volatilité, puisque beaucoup d'interrogations, justement, d'un point de vue macroéconomique. Ce que vont faire les banques centrales, donc une certaine forme d'incertitude. Donc, il n'y a pas de mouvement, en fait, tendancier sur ce deuxième trimestre. Plutôt une stabilité de 4,5 aux États-Unis et de 3% en zone euro. Et le crédit reste relativement stable et résilient, principalement par un taux de rendement élevé. Donc, beaucoup de demandes sur ce secteur-là, que ce soit sur les entreprises les obligations des entreprises privées dites de bonne qualité ou dites spéculatives, même si la rémunération liée au crédit proprement dit, donc au risque de défaut, au risque de faillite d'une entreprise, est quant à lui en fait très serré. La prime de risque en fait est très faible. Mais le taux de rendement étant élevé, toujours grosse demande. Merci Michael. Donc dans le contexte que vous venez de décrire, les performances des différentes poches en unité de compte de la gestion sous mandat sont désormais connues et s'avèrent particulièrement remarquables. Elles absorbent plus qu'intégralement les performances baissières du premier trimestre pour aboutir à des performances semestrielles
qui vont de plus 4,23% pour le profil prudent à plus 6,82% pour le profil offensif. Alors, question évidente, quelle a été votre stratégie d'allocation pour parvenir à ces résultats? Alors, comme on dit, faut savoir sa chance et son mérite. Durant le conflit, on a surtout fait le dos rond. On s'est beaucoup rappelé de ce qui s'était passé l'année dernière avec des marchés qui avaient fait une courbe en V, donc très rapide. Le risque étant de se désensibiliser, de se sous-exposer justement au début de la crise. Et le risque, c'est bien évidemment de vendre à un point relativement bas du marché. Et une fois que la crise, l'incertitude est levée, les marchés peuvent repartir très vite, comme l'année dernière. Et ça s'est encore confirmé cette année. La baisse n'a duré qu'un mois quasiment. Donc on a plutôt préféré faire le dos rond. On est resté sur nos positions qu'on avait instanciées en début d'année et nos grandes convictions qu'on avait sur l'année, donc qui étaient plutôt une légère surpondération action. D'une part parce qu'on estimait que par rapport aux obligations et aux taux d'intérêt, il y avait une meilleure prime de risque. Plutôt axé sur les États-Unis et les pays émergents, vivier, j'allais dire, de la thématique intelligence artificielle, au détriment de la zone euro, et sur les taux d'intérêt, plutôt une préférence à tout ce qui est actif de portage, puisque moins de volatilité potentiellement à attendre par rapport au taux d'intérêt, ou s'il devait y en avoir, un taux de rendement absolu qui permet de mieux amortir le choc. Pour donner un titre d'exemple, la dette, le taux de rendement des obligations des entreprises privées dites spéculatives, donc le high yield, ça fait à peu près 2 ans et demi que ça rapporte du 6%, c'est un moteur de performance qui permet d'absorber les chocs. C'est pour ça qu'on a préféré ces segments-là, donc le high yield, l'investment grade, qui est la dette de bonne qualité, et la dette émergente en devise locale, plutôt que de favoriser les obligations des États. Pardon. Du coup, traditionnelle question de fin d'entretien. Oui. Quels seront pour vous les fondamentaux du trimestre à venir? Alors, sur notre scénario central, on reste d'une manière générale, sur une inflation qui sera un peu plus persistante. Il pourra potentiellement y avoir une inflation de second tour sur des secteurs, j'allais dire, de second ordre. La Fed ne devrait pas toucher ses taux directeurs d'ici la fin de l'année. La BCE, en fonction des chiffres qui vont tomber durant l'été sur l'inflation, peut potentiellement faire encore une hausse au-delà de la hausse qu'elle a pu faire au deuxième trimestre. On voit 2 scénarios alternatifs principalement. Le premier, j'allais dire, une accalmie très rapide et soudaine sur les détroits d'Ormuz, qui militerait plutôt vers un boom de croissance et une amélioration aussi bien du côté américain que du côté européen, justement avec une détente de l'inflation, une mise en place plus rapide des taux allemands, des programmes allemands, et aux États-Unis toujours une demande qui se maintient. Et le scénario, j'allais dire numéro 2, qui est le scénario le plus noir, c'est un enlisement justement de la situation sur le détroit d'Ormuz, avec ce qui pourra arriver à terme, c'est des pénuries en particulier sur les matières premières ou sur certains entrants dans les chaînes de production, ce qui là conduirait naturellement à une inflation potentiellement plus grande et donc des actions des banques centrales plus dures. Donc au final, sur la classe d'actifs obligataires, on reste relativement plus prudent, en particulier sur la partie longue de la courbe. On préfère les actifs de portage. Et sur la partie action, on estime que la situation nous conduit à garder cette position légèrement surpondérée sur les actions, sans aller trop chercher les valeurs liées à l'intelligence artificielle. On estime qu'il y en a assez dans, j'allais dire, la représentativité globale des indices mondes, et ce qui nous permet de trouver un bon équilibre et d'être surtout dans la capacité, s'il devait y avoir un trou d'air, de pouvoir en remettre sereinement. Merci, Mickaël, pour ces éléments. Merci à vous pour votre attention et pour votre fidélité à ce rendez-vous. Et je vous donne donc rendez-vous début octobre pour un nouveau Zoom Gestion sous mandat qui sera consacré cette fois-ci au 3e trimestre 2026.